Bonsoir, merci à tous d'être présents ou d'être en ligne sur la chaîne YouTube du Shells. Ce soir, nous recevons deux intervenants pour deux conférences successives. Le premier intervenant est Christophe Bailly. Il est professeur de mécanique des fluides et d'acoustique à l'école centrale et il va nous parler de théorie du chaos. Et je vais les laisser en dire davantage. Merci beaucoup Mathieu, bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler du chaos ou plutôt de l'ordre dans le désordre, plutôt avec les mains, sans évoquer la théorie, en évoquant la théorie mais sans support formalisé. Et en construisant mon exposé sur la mécanique céleste, à la fois parce que c'est historiquement comme ça qu'est née la définition du système chaotique. C'est aussi un moyen que tout le monde peut utiliser pour observer ce qui se passe. Il suffit de lever les yeux vers le ciel et de regarder. Et depuis la naissance de l'humanité, les gens regardent ce qui se passe dans le ciel. Donc je commence mon introduction avec un livre que vous avez peut-être lu, une trilogie que vous avez peut-être lu, qui s'appelle le problème à trois corps, qui est devenu célèbre à cause de la série qui a été faite sur Netflix il y a quelques années, 2 ans je crois. Alors j'ai pas vu la série, mais j'ai lu les 3 livres et je vous montre un petit extrait du tout début de l'histoire. Voilà, donc on est dans un monde un peu imaginaire où il y a 3 soleils. Donc on n'est pas du tout dans le système solaire, mais dans un autre système où 3 soleils finalement construisent le système. Et de temps en temps, les 3 soleils se retrouvent ensemble et vont éclairer la planète Terre, ou ce qui reste de la planète Terre. Et donc ça va provoquer des conditions absolument incroyables qui demandent aux gens qui vivent sur cette planète de se modifier, au sens propre du terme. Et donc un des personnages note qu'effectivement on ne peut plus, par exemple, avoir l'heure, on ne peut plus avoir d'horloge astronomique, mais on est obligé de vivre avec ce système chaotique. Donc c'est ça que je vais essayer de vous raconter, si vous êtes intéressé par la science-fiction, pas en dérivant tout doucement de la partie réelle vers la science-fiction. Il faut lire cette trilogie-là qui est vraiment exceptionnelle, où on mixe beaucoup d'idées de la physique dans cette histoire. Donc c'est ça que je vais essayer de vous raconter. Donc je vais commencer par vous raconter ce que c'est que l'ordre pour quelqu'un qui fait de la mécanique des fluides et de la physique. Et puis ensuite je vous raconterai qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu cette notion d'ordre. Alors pourquoi on est intéressé par l'ordre ? Parce que finalement quand on est côté scientifique, l'ordre pour nous ça veut dire qu'on a compris les choses et qu'on est capable de les prédire. Évidemment je ne vais pas faire un cours de philosophie ici, et il y a des gens plus savants qui peuvent faire ça pour moi. Mais pour résumer un petit peu les choses à titre d'introduction, l'acquisition des connaissances scientifiques relève, ce que je mets dans le texte, relève du désir de l'ordre, dans le sens où on a envie de comprendre les lois qui gouvernent un peu la nature et de pouvoir prédire les choses. C'est ça qui construit l'ordre pour un scientifique. Et c'est ce qui va aussi, par opposition, construire un peu le désordre quand on ne va pas y arriver, pas parce qu'on est mauvais, on peut aussi être mauvais, mais parce que le système lui-même ne se prête plus à cette description qu'on va appeler déterministe. Alors pour essayer d'expliquer ça un peu simplement, je vais commencer par vous conditionner en montrant 2 exemples extraordinaires d'ordre qui ont fait le bonheur de l'enseignement, de la physique et de l'humanité pendant assez longtemps. Et vous montrer aussi les limites de ce modèle et la découverte des systèmes chaotiques et ce que ça implique pour nous. Alors assez bizarrement, je m'appuie sur la mécanique céleste, je vous ai déjà dit, parce que c'est quelque chose qu'on observe. Et puis si je commence à exposer ça pour la mécanique des fluides, qui est un peu mon fonds de commerce côté recherche, on va tout de suite tomber dans des choses un peu techniques pour la partie description à la fois des écoulements et des systèmes peut-être de modélisation.
Et je trouve plus simple de suivre la mécanique céleste pour introduire ces idées. Alors, il faut que je me fixe un point de départ si on veut aller manger raisonnablement, aller dîner raisonnablement ce soir. Donc, j'ai commencé à partir de Kepler. Donc, je sais bien que l'histoire de la mécanique céleste commence bien avant Kepler. Mais il faut bien partir d'un point de départ. Donc, je parle de Kepler, qui a laissé son nom au mouvement keplérien. Et donc, Kepler est la première personne qui formalise un peu, avec des lois, le mouvement de deux planètes. Plus exactement d'une planète et d'un soleil. Donc à l'époque, c'est un peu la naissance de l'optique, on commence à faire des observations systématiques, à documenter ces observations, et puis maintenant on aurait l'IA qui finalement prendrait toutes ces données, puis nous trouverait la loi géométrique que suit ce mouvement des planètes. Hein. Et à l'époque, c'est Kepler qui fait ce travail et qui découvre que quand je regarde le Soleil et une planète qui tourne autour d'un Soleil, je vais essayer de raffiner tout ça dans un instant, hein, si je regarde le temps que met la planète à faire le tour du Soleil et puis une distance caractéristique de la trajectoire, et ben finalement j'ai un lien systématique, quelle que soit la planète, autour du Soleil, qui est donné par la loi qui est écrite sur le transparent, mais qu'on ne va pas utiliser, je mentionne juste qu'elle est là et qu'elle va permettre de comprendre les choses. Donc ça va permettre de prédire les choses. Autrement dit, je vais être capable de savoir où est la planète. Hein. De façon arbitraire, on me donne un temps et je vais pouvoir dire, bah voilà, tel jour, à telle heure, vous allez pouvoir observer telle planète à tel endroit dans le ciel. Alors comment ça fonctionne, ce système ? Donc le mouvement de deux planètes, c'est avant tout un soleil qui est mis à un point très particulier d'une courbe très particulière qu'on appelle une ellipse. Donc en mécanique céleste, on est toujours très proche des coniques, donc un ensemble de courbes hein, où on a des ellipses, des paraboles et des hyperboles. Donc nous, on va rester sur l'ellipse, hein, qui est une courbe fermée, donc on sait qu'on ne part pas à l'infini, on revient au bout d'un certain temps au point de départ. Pour tracer cette ellipse, hein, si vous êtes dans un bac à sable ou si vous êtes jardinier, vous allez planter deux piquets, une ficelle, vous allez tirer la ficelle pour qu'elle soit tendue, avec un stylet, puis vous allez tourner le plus loin possible que vous pouvez en faisant le tour, et vous allez avoir une magnifique ellipse. Une des propriétés de ces coniques. Et les deux piquets que vous avez utilisés pour tracer la conique, ce sont les deux foyers. Alors ce que dit la théorie, c'est qu'à un endroit, il y a le Soleil, et la planète tourne autour de ce Soleil, en suivant l'ellipse que vous avez tracée avec votre stylet. Et elle ne tourne pas n'importe comment, hein, elle tourne avec une loi qui est issue des lois de Kepler, qu'on voit ici sur le transparent. On met le même temps pour balayer la courbure rouge, là, qui est ici, et puis la partie bleue qui est ici. Donc on voit que quand on est très près de la planète, on va aller très très vite, et puis quand on est assez loin de la planète, bah, finalement on va ralentir notre mouvement de telle façon que les aires qui soient balayées soient les mêmes pour un même temps. Donc à nouveau des propriétés des courbes, et on comprend tout ça géométriquement. Évidemment, la découverte qui est faite par Kepler, elle est mélangée à un cadre hein, qui est de réflexion, qui était le cadre de l'époque, où on mélange le fait que les objets ont une âme, qu'il y a un cadre un peu religieux à tout ce qu'on fait, et une description assez saignante, assez acide, et faite par Voltaire, hein, presque un siècle plus tard, mais je vous laisse lire le texte, mais... Bon, en gros, ce qu'il dit, c'est que Kepler s'en est bien sorti, il a trouvé ses lois, mais c'est presque un coup de bol, hein, il n'a pas compris grand-chose, et ce qu'il dit lui-même, c'est presque humiliant pour la philosophie, que ce soit Kepler avec ses arguments qui ait trouvé ses lois. Ce qui n'est pas tout à fait faux, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus. Enfin, si vous connaissez Voltaire, vous connaissez aussi qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, hein, pour utiliser une expression un peu triviale. Et finalement, ce qui va un peu dépasser tout ça, c'est l'arrivée de Newton, hein, qui va énoncer la première loi universelle de la gravitation, enfin la loi universelle de la gravitation tout court. Hein. Donc il y a quelqu'un qui va changer complètement toutes les idées, tous les concepts qu'on avait introduits jusqu'ici. Donc vraiment quelque chose qui révolutionne la théorie de la mécanique et de la mécanique céleste. Hein, si on devait garder qu'un seul portrait, si vous deviez avoir qu'un seul portrait dans votre chambre là, pour les étudiants,
Pour la mécanique, on commencerait par Newton et il aurait une place extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il énonce une loi. Donc une loi, c'est quelque chose qu'on ne démontre pas, on admet. C'est un axiome qui va nous permettre de construire la physique. Donc on la connaît, cette loi, c'est la seule formule que je vous montre de tout l'exposé. Quand on a deux masses qui sont à côté l'une de l'autre, elles s'attirent, quelle que soit la distance. Plus elles sont proches, plus elles s'attirent, et plus elles sont massives, plus le poids est important, et plus elles s'attirent. Et donc on est capable de tout décrire avec cette loi. Donc de décrire le mouvement au sens analytique, autrement dit de trouver des équations, de savoir les résoudre, de trouver la trajectoire. Donc pas simplement des lois géométriques issues de l'observation, comme on a vu avec Kepler, mais de résoudre les lois qui vont gouverner le mouvement des objets de façon générale. Comme l'énonce lui-même Newton, c'est une lente construction des idées pour arriver jusqu'à sur cette loi universelle et les lois fondamentales de la dynamique. Mais il est clair que Newton a dépassé tout ça en formalisant ça d'une façon exceptionnelle qui est restée dans la littérature. En même temps, les mathématiques se développent énormément, en particulier le calcul différentiel. Et on est capable, encore une fois, de résoudre ces équations. Donc résoudre ces équations, ça veut dire qu'à la fin, on a une solution analytique, sans ordinateur, on a vraiment la solution de ces équations. On appelle ça le mouvement keplérien, donc en fait, une planète qui tourne autour du Soleil. On sait que la solution est stable, autrement dit, si on fait des petites erreurs, si on se trompe sur la position, si on se trompe sur la masse, si on se trompe sur la position du Soleil, on récupère notre trajectoire proche de la solution exacte. Et on est capable, encore une fois, de tout prédire jusqu'à l'infini. Si vous lisez les textes d'Euler, ici, je prends le texte original d'Euler, on peut presque le lire, et c'est presque un texte qu'on enseigne, je pourrais faire les calculs au tableau. C'est les notations modernes, le calcul différentiel moderne. Bon, on n'a peut-être pas envie de faire ça ce soir, mais c'est vraiment quelque chose de lisible et de très moderne pour arriver à ces équations. Un événement, si on cherche quelques événements emblématiques dans la littérature et dans l'histoire des sciences qui sont associés à ces développements, il y a évidemment l'exemple très célèbre de la comète de Halley, que je montre ici un peu rapidement, qui est représenté sur la tapisserie de Bayeux, la fin du Moyen Âge. Et qu'est-ce qu'on voit sur qu'est-ce qu'on prédit sur cette comète? Elle va suivre une trajectoire elliptique, donc elle va revenir tous les 73 ans, et Halley, un Anglais, comprend ça avec les lois Newton, en s'appuyant sur ce qu'avait fait Kepler, et va prédire l'année à laquelle la comète va revenir. Évidemment, il va mourir entre-temps, donc lui, il ne va jamais voir le succès de ses prédictions, mais comme il a beaucoup d'humour et que c'est un Anglais, il sait qu'on donnera son nom à cette comète. Et effectivement, ça a été le cas. On a gardé le nom de cette comète, même si elle existait depuis très longtemps. J'ai été regardé par curiosité dans la littérature. A priori, la première fois qu'elle est documentée, c'est 240 avant Jésus-Christ, dans des textes chinois. Donc c'est juste pour montrer qu'il y a une espèce d'euphorie intellectuelle à cette époque, puisqu'on est capable de prédire des choses qu'on observe dans le ciel, qui sont très très loin, très massifs, où on ne comprend pas très bien l'organisation de l'univers, passer la Terre et la Lune et le Soleil, mais on comprend qu'on a des lois qui sont capables de décrire des choses extraordinaires qu'on est capable d'observer, qui au passage déclenchent le départ des Normands pour aller envahir l'Angleterre. Le passage de la comète est un signe un peu du destin pour les l'armée française en tout cas. Donc je montre une photo de vacances de cet été. Là, je passais à Oslo. Là, ils avaient fait un agrandissement dans un des musées. Et donc on voit la comète de Halley. On voit aussi comment est représentée la comète de Halley. Donc on a l'impression de voir presque une fusée avec des flammes, un petit corps et puis une tête qui rayonne. On essaie de se projeter, de voir la queue qu'on voit sur ces comètes, évidemment qui n'est pas tout à fait le dessin qu'on voit ici, mais on comprend qu'il y a une structure allongée et qu'on essaie de modéliser un peu tout ça, que la partie éclairée c'est plutôt la tête qu'on va voir au début, et on essaie de matérialiser tout ça.
Je m'éloigne de cette comète pour dire que tout ça, ça donne naissance à ce qu'on appelle le déterminisme laplacien, formalisé par Laplace, un très très grand mathématicien, quelqu'un qui a écrit d'abord des traités sur les probabilités, assez paradoxalement, mais a formalisé aussi, a énoncé le déterminisme. Donc je vais paraphraser le texte qui est sur le transparent, mais le texte est le texte exact de Laplace. Ce qu'on dit, c'est que finalement, on peut imaginer une intelligence extraordinaire qui, si elle connaît toutes les lois qui vont gouverner la nature, un peu comme Newton, les lois de Newton, la loi sur la gravité universelle, si je connais suffisamment bien les conditions initiales, je peux tout prédire. Et donc, je maîtrise à peu près ce qui se passe dans le monde, au sens de l'observation de la nature. J'observe n'importe quel système, je sais que je vais être capable de le prédire, il suffit de bien connaître les conditions initiales, de bien connaître toutes ces lois, et que tout va bien se passer, pour utiliser à nouveau une expression un peu triviale. C'est la première phase, et on est à l'apogée de ce déterminisme laplacien. Petite anecdote là, alors qui est encore plus cruel depuis cette année, mais qui était déjà un peu cruel l'année dernière. Donc, il est nommé ministre de l'Intérieur par Napoléon. Donc Napoléon adorait les mathématiciens. Il discutait avec beaucoup de scientifiques, et donc il essayait de les mettre à l'honneur. Donc il nomme Laplace dans le gouvernement. Il reste 6 semaines, ça se passe pas bien du tout. Et voilà, quelqu'un qui était très grand philosophe et très grand mathématicien, mais probablement pas bon politique. Alors évidemment, avec les temps qui courent, 6 semaines, ça paraît super long avec ce qu'on connaît en ce moment, mais à l'époque, c'était évidemment très court. Et juste pour montrer que il faut pas extraire des personnalités de la société civile trop rapidement sans les préparer. Voilà, deuxième phase, après cette première partie, je prends un deuxième exemple qui suit un peu ce déterminisme de Laplace, avec les points de Lagrange. Donc à nouveau, j'aime bien cet exemple parce que c'est des choses qu'on prédit d'abord avec la théorie, qu'on observe plus tard et qu'on utilise toujours. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc les gens ensuite vont s'intéresser à la stabilité de façon générale. Donc ils vont remarquer qu'il y a d'autres planètes qui doivent forcément perturber un petit peu les trajectoires. Typiquement la Lune pour nous, peut-être une ou deux autres grosses planètes qui sont pas très loin de la Terre. On se dit, elles doivent quand même un peu influencer le système, et donc on va essayer de regarder si on est capable de dire quelque chose de la stabilité. Et parmi tous les problèmes que regarde Lagrange, un immense mathématicien français, il s'intéresse à la stabilité, en particulier aussi du système keplérien que je reproduis à nouveau, ici. Donc le Soleil est toujours au milieu de ma trajectoire. Donc là, je vais regarder un système presque circulaire. Donc je vais réduire l'excentricité juste pour simplifier le discours et mes schémas, mais ça ne retire rien évidemment à ce que je vais raconter et aux conclusions. Donc le Soleil est toujours présent ici. On imagine qu'ici on a une planète qui tourne dans ce sens-là. On est dans le repère tournant. Donc en fait tout se déplace de façon rigide avec la flèche qui est ici. Et dans ce système, finalement, Lagrange note qu'on a 5 points d'équilibre, donc 5 points où quand on pose un objet, il ne doit pas bouger et tout va se déplacer en masse avec la vitesse moyenne de rotation ici que de la planète, puisque le Soleil ne va pas bouger. Donc des points d'équilibre au sens mathématique, donc on fait un certain nombre de calculs qu'on peut faire en cours, en classe, pour trouver ces 5 points. Ils ont tous des petits noms. Les L, c'est pour Lagrange, et ils ont une numérotation extrêmement précise. Donc L3, vous voyez, est derrière le Soleil, caché. L1 et L2 sont entre le Soleil et la planète, et puis derrière la planète. Et L4 et L5 sont 2 points sur le côté. L4 en avance de phase, et puis L5 qui suit la planète. Et ils sont tous numérotés. À chaque fois qu'on a un système avec 2 corps, ils sont numérotés de la façon suivante, comme montré sur le dessin par les astronomes. Sur ces points,
encore une fois, il n'y a pas d'effort à faire. Quand on est en ce point-là, on est stable. Stable, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour se déplacer, pour bouger, pour faire quoi que ce soit. On est à l'équilibre. Alors, pardon, excusez-moi, je m'emballe un peu. On est au point d'équilibre pour ces 5 points, L1, L2, L3, L4, L5, mais on n'est pas tout à fait stable. Au sens où, quand on se déplace un tout petit peu de ce point, il y a des endroits où on va rester autour de ces points, typiquement L4 et L5, et puis il y a des endroits, L1, L2, L3, où quand on est à côté du point, et ben, finalement, on va dériver tout doucement. Un peu comme vous imaginez, vous jouez avec un petit jeu avec des montagnes et puis des billes. Quand vous êtes en haut de la montagne avec votre bille, vous vous déplacez un peu, vous allez tomber dans un trou, donc vous perdez l'équilibre au maximum. Et puis quand vous êtes en bas, vous déplacez la bille, vous oscillez un peu, mais vous revenez à la position d'équilibre. Donc L4 et L5, c'est des points d'équilibre stables. Et puis L1, L2, L3, c'est des points instables, mais qui demandent peu de choses pour devenir stables. Ça veut dire qu'en pratique, je vais pouvoir mettre des satellites, par exemple, à ces positions. Donc mettre des gros objets, pour nous, des petits objets à l'échelle évidemment de la mécanique céleste. Et je vais dépenser peu d'énergie pour les corriger. Vous voyez que si je mets un satellite en L2, si jamais il y a un tout petit mouvement et puis il dérive tout doucement, il faut que je corrige sa position. Si jamais je devais déployer une débauche d'énergie pour corriger sa position, ça veut dire qu'il faut embarquer cette énergie, donc il faut embarquer du carburant, avoir un système pour piloter le satellite, pour pouvoir le communiquer, contrôler ça de façon régulière. Et ça fonctionnerait un peu moins bien que la situation magnifique qu'on a ici, où on est sur un point d'équilibre. Donc on a juste des tout petits moteurs plasma, c'est vraiment des tout petits moteurs qui vont piloter le satellite, et on corrige ça tous les 3-4 jours pour corriger la position du satellite sans dépenser beaucoup d'énergie. L'intérêt du point L2 par exemple, c'est que vous allez pouvoir mettre un télescope et plonger au fin fond de l'univers, parce que vous n'êtes pas gêné par le soleil, et puis vous n'êtes pas gêné par les nuages que vous auriez si vous restez très proche de la Terre. Vous êtes dans le noir et vous allez pouvoir voir au fin fond de l'univers. Donc un point extrêmement intéressant quand on fait de l'observation. Si vous lisez de la science-fiction, à nouveau, vous êtes intéressé par le point L3. Parce que vous voyez que si jamais un jour on était envahi par une société un peu lointaine, ils se masseraient tous au point L3, on ne pourrait pas les voir. Ils sont tous cachés par le soleil, tout tourne en bloc, et donc il y a pas mal de livres de science-fiction où finalement on s'appuie sur ce point L3 pour dire voilà, les gens vont arriver discrètement, se masser au point L3 avant de venir vers nous. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on connaît ces points, et donc tout doucement les gens se sont dit normalement quand on va vouloir faire des observations, au point L4 et L5, qui sont des points stables, on doit voir des cailloux, on doit voir des objets. Il y a forcément des objets, au bout de 4 milliards d'années qui sont passés, qui doivent rester là, qui sont stables très proches de cette position. Pour ces points L4 et L5, cette fois-ci, il n'y a pas besoin de corriger la trajectoire, parce que ces points d'équilibre sont stables, donc on doit pouvoir voir ces objets. Et donc, les points de Lagrange sont calculés, Lagrange se dit, normalement, on doit pouvoir faire quelque chose de ces points. Et vous voyez qu'il faut attendre un peu de temps, le début du XXe siècle, parce qu'on a besoin de moyens optiques, on a besoin que les idées se développent un peu, pour que finalement les gens aillent voir ce qui se passe au point L4 et L5, en l'occurrence ici pour Jupiter, et s'aperçoivent qu'effectivement ces points sont peuplés au sens où on va avoir une liste de cailloux, qu'on appelle noblement des astéroïdes quand on est astronome, mais il faut imaginer que c'est des énormes cailloux. Alors évidemment, c'est des cailloux à l'échelle, à l'échelle de la mécanique céleste, donc vous voyez qu'ils font quelques centaines de kilomètres quand ils sont présents, mais ils sont là, et donc on voit ces amas, on les mesure, et à nouveau, il y a une euphorie, je vous traduis ça un peu à la main, mais intellectuelle, dans le sens où on est capable de vérifier quelque chose qu'on avait calculé un peu avant, dans le côté histoire des sciences, et on voit que finalement on est capable d'observer ce qu'on avait prédit avec, encore une fois, les travaux de Kepler, et puis ensuite ce qu'a fait en particulier Lagrange et d'autres ensuite qui ont regardé ces mouvements.
Ils ont des petits noms pour les gens qui sont plus familiers avec le sujet, hein, je vous le dis ici. Donc il y a deux familles de noms suivant qu'on est au point L4 ou L5, avec un certain mélange, parce qu'on s'aperçoit que les astronomes ne sont pas super forts en mythologie, donc il y a eu un certain mélange qui a été fait au fur et à mesure du temps. Mais il y a des conventions pour nommer tous ces objets-là. Si vous vous demandez pourquoi ils ont des noms particuliers, hein, il y a des conventions qui sont suivies pour ces points L4 et L5, en particulier pour le système qui est à côté de Jupiter. Donc on est content, on peut prédire à l'infini l'évolution du système solaire. On sait aussi où trouver des objets, puisque dans n'importe quel système à 2 corps, je suis capable d'aller regarder mes points de Lagrange, et aux 2 points qui sont stables, je dois pouvoir voir des objets si tout va bien. Et j'ai l'impression d'avoir presque tout compris, entre guillemets. Donc juste pour vous convaincre de ça, hein, si vous lisez la presse, un peu ambitieuse, parce que je suppose que le lecteur de l'Express est incollable sur le point L2 de Lagrange, mais vous voyez par exemple qu'on a mis des satellites à ce point L2 de Lagrange, donc à nouveau ce point stable qui est derrière le Soleil. Il y a le Soleil, la Terre, puis le point L2, donc en fait on n'est pas du tout contaminé entre guillemets par la pollution photonique, hein, par les photons qui sont envoyés par le Soleil, et donc on peut voir les images à l'infini pour l'univers. Et notre télescope, pareil, il est au point L2, on le corrige très très peu, à nouveau c'est des moteurs où on a besoin de très très peu d'énergie, hein, ils vont rester là des dizaines d'années, on contrôle sa position, et puis on peut faire des images magnifiques en allant regarder ce qui se passe au fin fond du cosmos. Donc en point L2, c'est un point qui est très occupé. Il faut imaginer que ce n'est pas un point au sens votre GPS à 1 mètre près, hein, c'est un point L2 à l'échelle de l'univers. Hein. Donc si on se trompe de 100 km, rien de grave, parce qu'on mesure des choses qui sont gigantesques en fait, hein, en termes de distance. Voilà, et maintenant la catastrophe. Pourquoi finalement on va quand même parler du désordre. Donc les gens continuent à développer leur modèle analytique, regardent la stabilité, et puis arrive ce fameux problème des 3 corps qu'on appelle restreint. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi il est contraint, justement. Hein. Mais les gens se disent, ok, on a regardé notre planète, avec le Soleil, on a regardé si c'était stable en regardant des perturbations, on aimerait bien calculer le mouvement d'un petit corps autour de ces 2 corps. Typiquement le mouvement de la Lune, par exemple, autour de la Terre qui tourne elle-même autour du Soleil. Donc là, il faut imaginer qu'analytiquement, les mathématiciens vont nous guider, vont nous dire on va essayer de prendre le système le plus simple possible, avec l'idée que si on n'y arrive pas pour le système le plus simple possible, on n'y arrivera jamais. Hein, donc pour ça, on se met toujours dans le plan qui contient l'ellipse du mouvement keplérien. On connaît bien les positions des planètes M1 et M2. Tout est parfaitement déterminé avec les lois que j'ai exprimées précédemment. On a toujours notre Soleil symboliquement qui est là, une des planètes massives qui est ici. Tout système est dans un repère tournant, hein, mais nous on voit rien de tout ça, on imagine que dans ce repère tournant tout est fixe, hein, comme pour les points de Lagrange tout à l'heure, mais tout est embarqué à la vitesse de rotation du système. On va regarder un tout petit corps qui va bouger, et ce petit corps, on va imaginer qu'il est de masse nulle. Donc en fait on a le droit mathématiquement, pour des raisons obscures que je ne peux pas vous développer maintenant, mais on a le droit d'aller faire tendre la masse du petit corps vers zéro comme une toute petite masse. Donc là, je vous ai mis un petit satellite de quelques kilos pour matérialiser ça. Vraiment un truc ultra léger, et mathématiquement, quand on regarde les équations, il est strictement de masse nulle. À nouveau, on essaie de simplifier les choses le plus possible. Et puis l'ellipse, on va la réduire au cercle. Donc on regarde vraiment la chose la plus simple, hein, c'est presque la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Hein. Donc comment on fait ça ? En fait, on va rapprocher les 2 foyers. Vous voyez que quand j'ai pris les 2 cordes et puis j'ai tracé l'ellipse, si je rapproche les 2 foyers, en fait, hein, je vais tendre vers un cercle. Et donc là, on regarde exactement le cas d'un cercle, parce qu'on sait tout écrire à nouveau. Et on se dit, si on n'arrive pas à faire ça dans ce cas-là, on n'y arrivera jamais. Donc c'est le sens du mot restreint qui est ici. C'est qu'on va regarder quelque chose d'un peu dégénéré, on dirait ça au sens mathématique. Hein. Donc on vraiment réduit tout ce qu'on peut, et on regarde un petit peu le comportement du système. Et arrive Henri Poincaré, qui est un peu notre héros. Notre héros, notre vrai héros de la soirée après Newton, mais ce soir c'est plutôt Poincaré qu'on va mettre
qu'on va mettre à l'honneur. À ne pas confondre évidemment avec le président de la République comme je le mets sur la première phrase. Très très grand scientifique, un immense mathématicien français, quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres sur la philosophie aussi, qui a fait beaucoup de choses, vraiment un très très grand mathématicien. Donc à l'époque, il y a énormément de concours pour fêter des anniversaires, pour fêter des moments extraordinaires. On en profite pour faire un concours de maths. Donc pour les gens qui font peut-être des maths ou une licence de maths dans leurs études, là, il y a énormément de concours. On va proposer N problèmes et puis on va mettre au défi la communauté de résoudre ces N problèmes. Et de temps en temps, il y en a qui sont toujours pas résolus, un siècle plus tard. Et donc là, c'est un peu le cas. Donc là, il y a donc je raconte pas toute l'histoire, mais pour l'anniversaire du roi Oscar II en Suède, à l'époque, la Suède possédait la Norvège. On fait un grand concours de maths organisé par des grands mathématiciens, Charles Hermite et Karl Weierstrass, pour les gens qui ont fait un peu de maths dans leur premier cycle, c'est vraiment des stars des mathématiques. Et dans ces problèmes, évidemment, on pose le problème des trois corps restreints, évidemment. Un des problèmes pour lesquels on peut postuler est celui-là. Poincaré postule, avec un manuscrit très technique, donc il fait 160 pages, et 160 pages de démonstration vraiment très technique. Vous voyez, pour arriver au théorème, là, il faut souffrir un peu pour ces résultats. Mais il démontre à la fin, de façon très, très certaine, que le mouvement est déterministe et que la trajectoire du petit corps est stable, au sens où je vais pouvoir prédire à partir des mouvements périodiques. Donc je sais qu'il y a des mouvements périodiques pour le petit corps dans ce système des Terre-Soleil, ou planète-Soleil, et je suis capable de dire que ce petit corps, il va construire sa trajectoire autour de ces solutions périodiques, et il va montrer que finalement il n'y a pas de chaos dans ce système de trois corps restreints, et que je suis capable de prévoir ces trajectoires de façon... encore une fois, de façon déterministe, un peu dans la poursuite de ce qu'avait fait Kepler. Je vous raconte ça un peu simplement. Si vous regardez la démonstration, ou l'idée de la démonstration que fait Poincaré, c'est extraordinairement technique, en fait, parce qu'en fait, on va regarder la topologie. C'est pas du tout simple, mais on retient que finalement, à la fin, on retrouve quelque chose qui poursuit, qui prolonge la théorie de Kepler. Il a son prix. Vous savez que quand on publie, quand on démontre un résultat et qu'on publie, il y a toujours un ou deux relecteurs qui viennent critiquer votre manuscrit et vérifier que tout va bien. Et là, donc, quelqu'un de très attentif relit le manuscrit de Poincaré, d'Henri Poincaré, et s'aperçoit qu'il y a une erreur. Il y a une erreur technique, un point négligé dans la démonstration. Donc Poincaré reprend son manuscrit, comprend qu'il y a un problème rapidement, donc il dit oui, effectivement il y a un problème, essaie de généraliser ce qu'il avait fait, n'y arrive pas et démontre le contraire. Donc de façon absolument incroyable, donc avec un manuscrit qui fait 270 pages, donc vous voyez qu'il a énormément grossi. Et il comprend que finalement c'est beaucoup plus sophistiqué que ça, vraiment beaucoup plus sioux, pour parler juste avec les mains. Et ce qui démontre, c'est que finalement le mouvement du petit corps ne va pas du tout être un mouvement prévisible, au sens mathématique du terme, au sens où je vais pouvoir prédire sur un horizon temporel très très long sa trajectoire. Et maintenant, en utilisant le langage moderne, mais qu'utilisait déjà Poincaré, on va dire qu'on est extrêmement sensible aux conditions initiales, affreusement sensible aux conditions initiales. Ça va lui coûter de l'argent, parce que finalement, il va dépenser tout son prix pour détruire l'ancienne version publiée, puis publier la nouvelle. Donc, il n'a pas du tout gagné de l'argent avec cette opération. Ça le fait rire lui-même de voir que finalement, c'est quelque chose qui lui aura coûté de l'argent. Mais par contre, il va publier deux résultats qui sont toujours utilisés dans la littérature, vraiment deux résultats fondamentaux sur ce mouvement des trois corps restreints. Alors, je montre déjà à quoi ça ressemble, et puis ensuite, qu'est-ce que ça dit pour nous pour la suite des événements.
Donc un mouvement avec les 3 corps, ici on a le Soleil, la Terre et puis le petit corps, périodique, c'est un mouvement qui ressemblera à ça. Et c'est ça que voulait démontrer Poincaré. Poincaré voulait dire, finalement je suis toujours proche d'un truc qui ressemble à ça. Il y a plein de solutions qui sont périodiques dans ce problème et qui existent. Ici je vous montre un système que j'ai intégré moi-même. On retrouve cette solution périodique sans aucun problème. Tout va bien. Et il y a de temps en temps des cas pour lesquels ça ne va pas du tout. Donc des cas où ça ne va pas du tout, c'est par exemple, je prends une autre condition initiale. Donc une autre condition initiale, c'est une autre masse ou une autre position initiale autour de la planète. Donc j'ai toujours mon Soleil ici et la planète. J'intègre 2 fois les équations, changeant très légèrement ces conditions initiales. Et au bout d'un certain temps, je retrouve le système à 2 endroits différents, suivant les conditions initiales que j'ai utilisées. Donc là, on ne part pas à l'infini. On pourrait se dire, on pourrait partir un peu comme les comètes. On pourrait se dire, je vais perturber le système. Je vais passer d'une solution où la trajectoire est fermée à une solution où la trajectoire est ouverte. Donc je vais arriver de l'infini, passer sur le système, repartir à l'infini et plus jamais revenir. Donc ça ne se passe pas pour des raisons énergétiques que je ne vais pas développer ici. Vous voyez qu'on pourrait deviner que tout ça, c'est fermé par une espèce de courbe là, qu'interdit. On n'a pas le droit de sortir d'un certain domaine, qui sont donnés par les équations que je ne vais pas développer ici. Mais par contre, on ne peut pas prédire sur un horizon temporel long, autrement dit sur une très très grande distance, la position du système. Et ce que va découvrir Poincaré, c'est que finalement, dans tous les systèmes déterministes, donc je connais tout. Les équations, les coefficients, il n'y a pas de tirage aléatoire, il n'y a pas de choses comme ça. C'est ça le sens d'un système déterministe pour nous. Je prends des conditions initiales très différentes, très proches, justement, pas très différentes, très très proches l'une de l'autre. Il y a des systèmes pour lesquels les trajectoires vont rester proches l'une de l'autre, et des systèmes pour lesquels les trajectoires vont irrémédiablement plutôt s'éloigner en fonction du temps. Et quand on s'éloigne en fonction du temps, on va obtenir un système chaotique au sens où je ne vais pas pouvoir le prédire, je ne vais pas pouvoir prédire sa position à long terme. Ça ne veut pas dire qu'on va à l'infini, ça ne veut pas dire que tout nous échappe, ça veut simplement dire que je ne peux pas prévoir son état sur un temps très très long, sur un horizon temporel très très long. C'est ce que dit Poincaré. Il a écrit des livres que vous pouvez acheter, des petits livres de poche où il n'y a que du texte. Il a fait de très très beaux discours et vraiment énoncé ça de façon simple. Une des conséquences de ça, c'est qu'il faut arrêter de chercher des solutions analytiques des équations différentielles, parce que ces équations différentielles sont extrêmement compliquées, c'est non linéaire, ça pose beaucoup de problèmes, et en plus c'est peine perdue, parce que comme on est très sensible aux conditions initiales, même si on arrive à retrouver une de ces solutions, on ne pourra jamais décrire la situation du système avec cette approche. Donc ce qu'il dit, lui, c'est qu'il dit, finalement, je peux trouver d'autres façons de faire, quelque chose d'un peu plus qualitatif, où je vais dire où est la trajectoire, par exemple. Je vais dire combien d'événements va rencontrer le système pendant son trajet, quand je vais suivre la trajectoire vous imaginez, là, le petit corps, par exemple, j'imagine qu'il va rencontrer plein de personnages le long de sa trajectoire. Je vais pouvoir dire le nombre de personnages qu'il va rencontrer. Par contre, je ne vais pas pouvoir dire quand est-ce qu'il va les rencontrer. Je sais qu'il va rencontrer 3 petits personnages rouges, 3 bleus, 3 noirs. Par contre, je ne sais pas dans quel ordre il va les rencontrer. Mais statistiquement, je sais qu'il va les rencontrer. Et donc, je suis capable de décrire ça sans pouvoir dire exactement la position du système. C'est exactement ce qui nous arrive en mécanique des fluides. C'est là que je fais un grand pas. Vous voyez qu'en mécanique des fluides, je ne peux pas très bien vous dire si dimanche, il va pleuvoir, par exemple. Je ne sais pas si vous avez regardé la météo ce soir. Donc moi, je fais des courses à pied. Donc dimanche, il y a un 10 km à faire. Et alors, lundi, il pleut à mort. Dimanche, il pleut pas. Enfin, il pleuvait pas jusqu'à ce soir. Ce soir, je regarde la météo. Il va pleuvoir l'après-midi. Avec un peu de chance, dans une journée, il va pleuvoir le matin et on fera la course sous la pluie. Je suis incapable de vous dire ça. Enfin, pas que moi. On est incapable de faire ça malgré toute la débauche de moyens pour faire avancer les équations de la mécanique des fluides. Mais je peux quand même vous dire quelque chose sur le climat, dans 100 ans. Et c'est pas contradictoire. Ça n'a rien à voir. Là, je ne vais pas vous dire que dans 100 ans, tel jour, il va faire telle température ou telle chose. Je vais vous dire que dans 100 ans, je vais suivre la trajectoire de tous mes tourbillons qui sont sur ma planète. Je vais vous dire, dans 100 ans, on aura rencontré N événements comme ça, N événements comme ça, N événements comme ça. Et donc, je vais pouvoir vous donner une moyenne et vous dire comment se comporte le système, même si je ne peux pas vous dire que ce jour-là, il fera très beau à l'endroit où vous serez, si vous avez la chance d'être encore là dans une centaine d'années.
Et donc c'est exactement ce que dit Poincaré ici. Hein, il dit, ok, je vais pouvoir dire des choses très savantes sur les statistiques du système. Hein. On évoque souvent ce qu'on appelle l'ergodicité, pour les gens qui connaissent ce mot pour le traitement du signal. Autrement dit, on sait qu'on va pouvoir rencontrer ces n phénomènes, mais par contre, voilà, on peut pas donner le temps exact et la position exacte de l'état du système, même sur des temps très très proches. Hein, et c'est ça qui fait la difficulté de la météo. Alors, pour donner quelques ordres de grandeur, on va s'intéresser à Lorentz. Donc Lorentz, c'est lui qui a donné son nom à l'effet papillon, hein, qui traduit la sensibilité aux conditions initiales. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire? Donc Lorentz, c'est 1963. Donc là, il y a eu un trou noir, sans mauvais jeu de mots, entre ce qui se passe au début du siècle, avec Poincaré, et la mécanique déterministe, la mécanique céleste, qui est la vieille mécanique, entre guillemets. Donc là, il y a un tsunami qui passe avec la physique quantique, et donc là, la pauvre mécanique, là, elle n'existe plus, quoi. Donc il y a un trou noir, un tunnel, donc on n'entend plus du tout parler de la mécanique, plus de résultats fondamentaux qui sont trouvés, plus rien de tout ça, à l'exception du théorème CAM que je vais pas développer ici. Mais vraiment, voilà, un peu la vieille mécanique. Les papiers de Poincaré sont pas lus par les physiciens, donc toutes ces discussions sur la sensibilité aux conditions initiales, elle est publiée, mais finalement elle n'est pas utilisée, pas lue, pas bien analysée, jusqu'à l'apparition de Edward Lorenz, que vous avez sur la gauche, un météorologue justement, qui fait ses premières simulations numériques, hein, donc sur des ordinateurs avec beaucoup de mérite, hein, sur des machines gigantesques avec très peu de mémoire, très peu de points. Et donc il essaie de regarder le système que je vous montre ici. Donc là, tout est simplifié à l'extrême. Hein. On imagine qu'on va chauffer une plaque qui a une température T0, puis on augmente très légèrement la température, et puis la partie du haut, elle est maintenue à la température T0. Hein, donc on imagine que le soleil a chauffé la partie du bas qui va chauffer un tout petit peu le fluide à partir du sol, et puis qu'en haut, pour tout un tas de raisons, on imagine que c'est maintenu à la température T0, et il s'intéresse à la dynamique de cet écoulement. Et il va regarder si l'écoulement tourne dans le sens horaire ici en bleu, ou dans le sens trigonométrique, dans le sens anti-horaire. Et donc il va tracer la vitesse de rotation, il prend un point au hasard dans l'écoulement, et puis il va regarder la vitesse de rotation qu'on a de ce côté-là ou de ce côté-là, en regardant l'évolution du système. Et il obtient la courbe bleue que vous avez ici. Et un jour, pour une raison anecdotique, hein, il arrête son calcul au milieu, il enregistre son résultat, et le lendemain, il reprend son calcul, donc il reprend son calcul d'où il était, il relit son résultat, et il continue son calcul sur ordinateur. Et il s'aperçoit qu'il trouve une autre solution. Il arrive là, au lieu de trouver que, par exemple, à la fin, ça tourne, pour ce temps-là, ça tourne dans le sens horaire, il s'aperçoit que ça tourne dans le sens anti-horaire. Donc vous imaginez, pour la météo, vous devez avoir un cyclone, et puis finalement vous avez un anticyclone. Donc il pleuvait, puis finalement il fait beau. Donc exactement ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Il refait ses calculs plusieurs fois, il vérifie ses équations, il vérifie comment c'est programmé, et il découvre que quand il enregistre ses résultats, il fait ses calculs en double précision, donc il stocke n chiffres après la virgule. Par exemple, il stocke la température, c'est 2,3749, et quand il n'enregistre que 2,37. Il laisse tomber les 49. Et le lendemain, il repart avec son calcul, et au lieu de prendre 2,3749, il relit juste 2,37. Et il continue son calcul. Donc il a légèrement changé la condition initiale, très légèrement, d'une toute petite fraction. Et il s'aperçoit que finalement, il a une position très différente du système. Il redécouvre les travaux de Poincaré, on redécouvre tout un tas de choses sur le système dynamique, on redécouvre qu'on est capable d'énoncer beaucoup de théorèmes sur la propriété de ces systèmes dynamiques, hein, que je vais passer ici, mais il y a des cours sur les systèmes dynamiques ou sur l'ordre et le chaos qu'on trouve en premier et en deuxième cycle, hein, maintenant à l'université, hein, c'est devenu des choses qu'on enseigne très régulièrement. Mais juste pour vous montrer vraiment quelque chose qu'on peut faire à l'ordinateur, hein, c'est un truc que j'ai tracé moi-même à nouveau, sans prétention, hein. Vous prenez ce système très simple, hein, qu'on peut jouer avec, je prends la position initiale et je me trompe de 10 moins 10. Donc 0, il y a 9 0, puis un 1.
Et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens que finalement, à nouveau, je vais regarder à la fin, ça tourne dans un sens en rouge plutôt que de tourner dans l'autre sens en bleu. Donc à nouveau, pour la météo, ça veut dire que je me suis complètement trompé. Je suis passé d'un truc cyclonique à un truc anticyclonique. Et donc évidemment, je me suis raté sur la prévision du temps. Si je fais une analogie un peu rapide, mais c'est vraiment ça que je cherche à illustrer avec ce phénomène. Et ce que dit Lorenz, que j'ai eu la chance là, de rencontrer une fois, il énonce cette phrase célèbre, il dit finalement un battement de papillon à l'autre bout de la planète là, finalement va pouvoir perturber les conditions initiales et donc je vais jamais réussir à prévoir quoi que ce soit parce que ça va générer des conséquences incroyables comme la petite erreur que j'ai commise en intégrant mon système. Est-ce que tous les systèmes se comportent comme ça? La réponse est non. À nouveau, il y a des systèmes dynamiques qui ne sont pas chaotiques et il y a des systèmes dynamiques qui sont chaotiques. Donc il faut vraiment imaginer qu'à chaque fois que j'ai un système dynamique, donc en fait des équations qui vont représenter un système qui m'intéresse du point de vue mathématique, je vais pouvoir étudier ce système et dans la carte d'identité du système, il y a une quantité extrêmement importante qu'on va appeler l'exposant de Lyapunov. Et cet exposant, suivant son signe, il va caractériser le fait que le système est chaotique ou que le système n'est pas chaotique. Et par exemple, pour les équations de la mécanique des fluides, les équations qui gouvernent la météo, les écoulements géophysiques, malheureusement, ces équations ont un exposant de Lyapunov positif, donc on est chaotique. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si je prends j'imagine, j'arrive à vous miniaturiser, vous êtes juste transporté par le vent à l'extérieur, là, je vous pose sur la cour de Sciences Po en bas, je vous sépare de 10 cm, je reviens le lendemain, en moyenne, vous êtes séparés de 10 km. Donc ça, c'est la valeur de l'exposant de Lyapunov pour la mécanique des fluides. Donc irrémédiablement, vous allez être séparés. Quoi que vous faites, quoi qu'on fasse, je prends deux trajectoires très proches. Statistiquement, évidemment, je vais pouvoir en trouver de temps en temps deux qui vont être très proches. Mais si je fais la moyenne de toutes les trajectoires que je peux faire, vous allez être séparés. Remarquez bien que c'est plutôt pas mal, parce que quand vous polluez, vous dispersez la pollution. Si jamais il n'y avait pas ça, on serait étouffé dans Lyon. Et je ne vous parle pas de Grenoble dans une cuvette. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une bonne propriété, ces systèmes chaotiques. Ce qu'on appelle la turbulence en mécanique des fluides, c'est pas forcément mal d'avoir cette propriété. Pour le système solaire, c'est un peu embêtant. Parce que ça veut dire qu'en fait, une planète va sortir de sa trajectoire, elle peut venir s'écraser de façon un peu incontrôlée. Ce que je vais essayer de discuter dans la dernière partie. Mais pour la mécanique des fluides, c'est pas forcément un problème. Ça permet de dire que le système mélange tout seul, par exemple. Donc sans faire d'effort, sans dépenser d'énergie, il va pouvoir mélanger tout seul, soit pour faire des choses intelligentes quand je vais produire des molécules, ce que j'aurai envie de regarder, soit parce que finalement on a de la pollution, on a envie de disperser tout ça. Juste pour vous montrer qu'on ne va pas y arriver avec ces sensibilités aux conditions initiales, c'est vraiment pour vous donner un ordre de grandeur très précis, pas un ordre de grandeur tiré au hasard. Donc on comprend qu'on est sensible aux conditions initiales et on pourrait se dire, finalement, je vais raffiner mes conditions initiales pour prédire des choses sur un horizon plus grand. Par exemple, pour la météo, tous les jours, j'ai des ballons sondes, des avions qui se baladent, tout un tas de mesures qui sont faites un peu partout. Ça alimente le système, ça me fixe mes conditions initiales que je corrige de jour en jour avec des techniques mathématiques très, très savantes. Donc je pourrais dire, finalement, je vais essayer de raffiner les choses pour essayer d'augmenter le temps sur lequel je peux prédire les choses. Donc j'imagine, je raffine d'un facteur epsilon en passant de 10-3 à 10-7. Donc en gros, je connaissais toutes les choses, j'imagine, j'imagine j'ai déjà des informations tous les kilomètres, et là je les mets tous les 10 cm. Donc 10-4. Donc vous imaginez, là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me donne l'information sur toute la planète, tous les 10 cm. Et il y a pas mal d'endroits sur la planète où il n'y a personne pour me dire ce qui se passe, en fait. Donc j'arrive à faire ça, ce qui est évidemment inimaginable. Si jamais j'arrive à faire ça, je vais gagner un facteur 2,5 sur le temps, sur l'horizon. Ça veut dire que je ferai ça, par exemple, pour la météo, d'une façon un peu imaginaire, extraordinaire. Au lieu de vous donner le temps à 5 jours, je vous le donnerai à 10 jours. Bon, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est affreux, quoi. Donc il va falloir vivre avec ça. Et intelligemment. Donc autrement dit, pour un certain nombre de systèmes, en économie, en biologie, vous allez voir Vanessa tout à l'heure, dans tout un tas de systèmes, on doit vivre avec ça, et donc on doit prendre des décisions
mesurer l'incertitude qu'on a et vivre avec ces systèmes tels qu'ils sont énoncés, avec cet exposant de Lyapunov, en fait. Voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble, à cet attracteur étrange. Donc si on trace ça en 3D, c'est l'attracteur le plus célèbre, donc je suis obligé de vous le montrer, pour montrer aussi que Lorentz avait donné son nom de papillon, parce que quand on trace cet attracteur, il est presque plan, avec 2 ailes, et donc c'est ça qui a donné naissance à l'effet papillon. Autrement dit, les trajectoires, je ne peux pas prédire où je suis, donc dans cet espace, je ne peux pas prédire où je suis, hein, suivant les conditions initiales, je vais être à un endroit différent de truc bleu, mais je reste sur le truc bleu. Donc il y a un certain ordre dans le désordre. Hein, donc à nouveau, je ne peux pas prévoir la position exacte sur la trajectoire, ça je vais y renoncer, c'est un peu ce que l'enseignement de Poincaré, mais par contre je sais où je suis, c'est aussi l'enseignement de Poincaré, je suis sur un objet un peu étrange, au sens mathématique, hein, c'est une définition très particulière ce mot étrange, donc je sais où je suis, je ne pars pas n'importe où dans l'espace, je me balade sur un truc comme ça, mais je ne peux pas donner la position exacte pour un horizon assez long. Pour un temps assez long, je suis incapable de dire ça. Par contre, je peux dire statistiquement, à nouveau, tous les événements que je vais rencontrer, hein, ce qu'on appelle ça l'ergodicité en traitement du signal à l'origine, en fait. Alors, qu'est-ce que je vous ai raconté dans cette petite intervention? J'essaie de vous raconter la chose suivante. C'est que de temps en temps, les politiques vont être déçus des scientifiques. Peut-être même plus souvent qu'on le voudrait, mais parce qu'on ne peut pas, pour un certain nombre de systèmes, dire dites-moi dans 3 mois où on va être précisément en position, en temps, quelle est la valeur de la quantité qui m'intéresse. Il y a un certain nombre de systèmes pour lesquels on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que c'est la propriété intrinsèque du système d'être très sensible au point de départ, et donc on va renoncer à dire exactement où on est. Je vous ai montré la mécanique céleste, il y en a en économie, il y en a en biologie, il y en a dans tous les domaines, des systèmes pour lesquels je ne peux pas dire, parce que l'exposant de Lyapunov est positif, encore une fois, je ne peux pas dire où sera le système. Je sais qu'il est sur un objet, je sais où sont les trajectoires, je sais où sont les statistiques, mais je ne peux pas dire précisément où on va être. Et il faut accepter de comprendre ce message pour prendre des décisions. Donc quand on dit chaotique, ça veut dire qu'il y a un ordre en fait. Hein, donc quand on fait cours à l'école et qu'on développe un peu toutes ces équations, toutes ces techniques pour résoudre ces équations, chaotique c'est pas un mot qui on se dit bon bah c'est un peu le bazar, on s'en va. Non, ça veut dire que ok, à première vue c'est un peu le bazar pour parler trivialement, mais ça sous-entend qu'il y a un ordre derrière, que c'est pas un bruit blanc, c'est pas quelqu'un qui joue au dé pour faire une autre allusion, hein. Autrement dit, je ne tire pas au hasard l'état dans lequel je vais être, parce qu'encore une fois, je suis sur cet objet bleu, hein, qui a une dimension non entière, qui a une fractale, qui a beaucoup de propriétés, mais je ne remplis pas tout l'espace, je suis sur des objets bien déterminés. Donc il y a un certain ordre, mais un ordre qui ne me permet pas de dire où va être la position exacte de la trajectoire. C'est ça que j'essaie de raconter ici, que j'ai essayé de raconter ici, avec l'idée, encore une fois, que tous les systèmes ne se comportent pas comme des systèmes chaotiques, mais qu'une bonne partie de ces systèmes sont quand même chaotiques pour des raisons, pour des raisons d'écriture mathématique. On sait dire si le système va être chaotique ou pas en regardant les équations. Voilà, pour finir, il faut répondre à la stabilité du système solaire. Juste pour se faire peur ou pour se rassurer, je ne sais pas, suivant de comment vous percevez les choses. Donc à nouveau, il y a quelqu'un qui est extrêmement célèbre, un Français qui probablement un jour sera récompensé au niveau international, qui s'appelle Jacques Lascar, qui est un numéricien extraordinaire, donc qui a essayé de simuler sur des temps très très longs le système solaire tout entier. Donc vous avez compris que comme on est très sensible aux conditions initiales et de tout un tas de choses, algorithmiquement, la façon dont on résout les équations demande beaucoup d'efforts, beaucoup de technicité, et ce qu'a fait toute sa vie Jacques Lascar. À la fin, il dit la chose suivante. Il dit, si je calcule l'exposant de Lyapunov et je regarde la divergence des trajectoires, je peux prédire les choses sur un temps de l'ordre de 100 millions d'années.
Il dit ça, objectivement, c'est ce que je vois dans mes calculs voilà, quand je développe tout mon système. Donc c'est un armada extrêmement compliqué pour tenir compte de l'influence de chaque planète et des plus grands corps qui sont dans le système, etc., qui me demanderaient un exposé à lui tout seul pour expliquer comment on arrive à ça. Donc on sait qu'il y a divergence en particulier d'un certain nombre de petites planètes très proches du Soleil, qui sont sensibles probablement des raisons d'avoir des comportements chaotiques. Donc un comportement chaotique, ça veut dire qu'elle va tout doucement dériver de sa position et risque de rentrer en collision avec une autre planète ou de s'écraser sur le Soleil, en tout cas de bouger un peu de la position qu'on connaît. Donc lui, il estime qu'il y a peu de chance, il trouve 1% à peu près quand il fait ses calculs, ce qui est, à mon avis, quand j'enseigne aux étudiants, énorme. 1% de chance que le truc se détruise, c'est gigantesque à mon sens. Enfin, quand je vois ça juste du point de vue du grand public, c'est pas du tout nul, quoi. C'est pas du tout 0,000, c'est 1% de chance. Pour tout un tas de raisons qu'il développe aussi, il pense que ça va pas arriver dans les 5 prochains milliards d'années, qui est le temps de vie qui nous reste pour le Soleil. On est à peu près à mi-parcours. Donc il dit il y a peu de chances que ça arrive avec tout ce qu'il fait, mais il dit c'est probablement déjà arrivé. Et il y a pas mal de gens dans la communauté qui pensent que c'est déjà arrivé, parce que quand on regarde le système solaire, il est relativement plein. Et donc pas mal de gens pensent que cette collision, ces sorties de trajectoire ont déjà eu lieu, et peut-être qu'une partie des pierres qu'on voit sur les points L4, L5 sont issues de une ou deux collisions qui se sont produites dans la première partie, de construction du système solaire. C'est un peu sa vision des choses à l'instant T. Donc on connaît encore une fois l'exposant de Lyapunov pour ce système solaire, comme on l'a pour la mécanique des fluides, mais comme je pourrais vous le donner pour énormément de systèmes, il suffit de connaître les équations et de calculer cet exposant. Ouais, je m'arrête là, pardon. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Je vais juste, le temps que Vanessa se prépare s'installe pour la suite, je vais juste prendre une question. Il y aura malheureusement pas beaucoup de temps d'échange ce soir, mais si jamais, une fois qu'on a coupé la rediffusion, s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions pour les conférenciers, n'hésitez pas, s'ils sont d'accord et s'ils sont là à la fin de la conférence, de leur poser directement la question. Est-ce qu'il y a du coup une question? Merci. Bonsoir. Oui, moi je ne vais pas aller dans le système solaire, je vais aller dans des questions plus terre-à-terre. Si j'ai bien compris votre exposé, au niveau météorologique, on n'arrivera jamais à prédire quelque chose de précis. Alors est-ce que ça vaut le coup d'avoir une débauche de moyens qui sont dépensés pour arriver à prédire quelque chose qu'on n'arrivera jamais à faire? Et la deuxième question, est-ce que votre exposé est transposable en ingénierie sociale? Alors, je réponds d'abord à la deuxième question. Donc la réponse est oui. J'ai déjà fait un cours dans ce cours commun du CHES, le tout premier. Et donc là, j'étais avec quelqu'un d'un laboratoire de physique des systèmes complexes. On faisait des modélisations du comportement social. Et donc, quand on fait cette modélisation et qu'on arrive à des systèmes dynamiques, on a ce système, cette évolution chaotique. Par exemple, il y a un exemple très célèbre où on regarde comment les gens se répartissent dans une ville. Donc, on regarde une population rouge, une population blanche. Et puis, ils ont le droit de déménager une fois tous les ans. Le maire essaie d'accentuer la mixité sociale, prend une décision, donc une règle un peu sur des damiers pour dire... Vous avez le droit de déménager qu'une fois, et puis vous avez des règles pour estimer que vous êtes plus ou moins bien pour trouver, suivant la case libre, où vous êtes. Typiquement, vous avez envie de vivre avec au moins 2 voisins qui ont la même couleur que vous, sinon vous trouvez que ça ne va pas. Et souvent, on voit que, par exemple, quand on modélise ça et que le maire va prendre une décision pour essayer d'améliorer les choses, une fois sur 2, ça va accentuer la séparation, par exemple. Donc je ne peux pas vous montrer ça, c'est pas ma spécialité, mais il y a beaucoup d'exemples très rigolos dans la littérature qui sont assez bien documentés, parce que c'est un système dynamique comme un autre. Il faut accepter qu'on soit représenté par un système dynamique, mais effectivement on a ce comportement. Si je reviens à la météo, alors évidemment on pourrait se dire pourquoi effectivement avoir cette débauche de moyens. Alors on est quand même intéressé par cette débauche de moyens, et c'est un peu la recherche qu'on fait au laboratoire en mécanique des fluides.
On est intéressé pour tout un tas de raisons différentes. D'abord, on essaie de corriger ça. Donc on comprend qu'on a un certain nombre de problèmes qui sont avec ces conditions initiales. On essaie de les corriger. En particulier, on essaie de regrouper tous les gens qui mesurent de l'information. Et tout le monde mesure de l'information, on en récupère très très peu. Je donne souvent cet exemple. Presque tout le monde a une montre connectée, en tout cas tous les gens qui font du sport, mais probablement d'autres gens. Là, on pourrait vous mettre un petit capteur de pollution, on pourrait vous mettre la température, on pourrait vous mettre la pression. On pourrait récupérer toutes ces données. Et finalement, on ne les récupère pas pour l'instant. Donc là, il y a beaucoup de données qu'on peut récupérer et on peut corriger le modèle en temps réel, faire ce qu'on appelle la simulation de données et prolonger le temps de prévision. Alors évidemment, je vais pas le prolonger jusqu'à 3 mois, c'est sûr, mais on peut quand même essayer de le prolonger et il y a beaucoup d'intérêt pour l'agriculture, pour la pollution, pour prédire les choses à 3 ou 4 jours pour les récoltes, pour les militaires. Pour tout un tas de raisons, on a besoin d'avoir ces météos. Les premières personnes qui défendent les centres météo, ce sont les militaires. Typiquement, Lorenz travaillait pour les militaires. Et donc il y a beaucoup d'autres raisons, mais il y a aussi cette raison. Donc en fait, on a besoin d'avoir tout ça. Cette débauche de moyens, elle est aussi relative, parce qu'en fait, on a besoin d'un supercalculateur. C'est vrai. C'est gros, c'est impressionnant. C'est qu'un supercalculateur. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est vraiment très peu. Enfin, disons que c'est mon avis plutôt qu'un. Je pense que c'est très peu de moyens, même si ça paraît spectaculaire, c'est peu de moyens pour alimenter pour récupérer toutes nos données, toutes nos conditions en fait. Chargé de te virer. Pardon. Excuse-moi. Désolé. Merci beaucoup, Christophe. Donc, on va enchaîner avec la deuxième conférence. Donc, pour cette deuxième conférence, on reçoit le professeur Vanessa Louzier, qui est ma collègue, qui est professeur de physiologie et de pharmacologie à VETA-Grossup, l'école vétérinaire, et qui va nous parler cette fois d'ordre et de désordre en biologie et nous montrer comment c'est à la fois simple et compliqué, comme en physique, l'ordre en quelque sorte, si je dis pas de bêtises et si je spoile pas trop, est quelque chose qu'on pourrait rapprocher de la santé et le désordre peut-être de la maladie, mais en vrai, pas si simplement. Exactement. Merci. Pareil, alors on verra à la fin, mais on aura un temps de questions limité. Mais s'il y a des personnes dans la salle qui veulent encore une fois poser des questions, n'hésitez pas. C'est pas parce que j'aurai clôturé la rediffusion sur YouTube que vous pourrez pas aller voir directement Christophe ou Vanessa pour en discuter avec eux. Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je vais reprendre un petit peu les notions qui ont été évoquées précédemment, mais en plus simple, parce que moi je ne suis pas physicienne. Donc je vais vous parler de l'ordre et du désordre en physiologie animale, puisque je suis vétérinaire et enseignante dans une école vétérinaire, et en santé. Et je vais vous mettre ça selon le visage de Janus. Alors, dans une première partie, je vais vous définir l'ordre et le désordre à partir de la double face de Janus, en partant de l'homéostasie, je vous définirai cette notion, jusqu'aux maladies. Et si on reprend une introduction au concept de chaos et de visage de Janus, qu'est-ce que le chaos ? Qu'est-ce que le chaos ? Par qui tout commença, comme on le dit dans la mythologie. Alors, l'étymologie grecque du mot chaos pointe vers une idée de béance, de retrait, de profondeur, de mise en abîme, de non-résistance. Et le chaos, ça n'est pas un désordre de choses accumulées, bien au contraire. Le chaos, c'est par essence un espace vide, un espace créatif, une pure potentialité. Alors, Ovide met en place cette phrase dans la bouche de Janus, je vais essayer de la dire en latin, « Me chaos antiqui, nam sum res prisca, vocabant », ce qui veut dire « Les anciens m'ont nommé chaos parce qu'en effet, je suis chose originaire ». Alors,
vous connaissez peut-être Janus de vue. Janus, c'est le dieu aux deux visages, chacun regardant dans une direction opposée. Et Janus, c'est typiquement un dieu romain. C'est aussi le dieu des portes et des passages. La porte, c'est l'entrée vers un autre lieu, vers une nouvelle temporalité. Donc c'est aussi le dieu de l'aube et des commencements. Et Janus, il y a une face qui va regarder vers le passé, une face qui va regarder vers l'avenir. Et d'ailleurs, c'est Janus qui a donné le nom au premier mois de l'année, qui est le mois de janvier. Donc, c'est un peu le dieu du commencement. Alors, les mécanismes physiologiques, est-ce qu'ils tendent vers un ordre? Les mécanismes physiologiques sont souvent rythmiques. On a la course, par exemple, des mammifères terrestres, on a le vol des oiseaux, on a la nage des poissons, tout ça, c'est des mécanismes rythmiques. On a l'animal qui va se nourrir, qui va respirer ou qui va se reproduire. Et tous ces mécanismes rythmiques sont à la fois extrêmement complexes et pourtant, pour nous, ils paraissent simples parce qu'on les voit tous les jours. On va faire une petite expérience parce que je sais qu'il y a des étudiants du conservatoire de musique. Alors les pauvres, avec toute cette science, je les plains un peu. Alors on prend nos deux mains et on va faire une expérience. On va faire battre l'index gauche au rythme, c'est-à-dire en phase, avec un métronome. Et puis on va dire à la même personne d'essayer de faire battre l'index droit hors du rythme du métronome. Alors qu'est-ce qui se passe si on fait ça ? Eh bien, on se rend compte que ici, en noir, on a la position de l'index gauche, en bleu, on a la position de l'index droit, et on se rend compte qu'ils battent en opposition de phase, donc ils ne battent pas en même temps. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va augmenter la fréquence du métronome. Et on va dire, alors vous continuez de la même façon, l'index gauche avec le métronome, l'index droit, pas du tout avec le métronome. Eh bien, on se rend compte avec cette expérience que pendant que la fréquence du métronome augmente, l'index droit va passer d'une oscillation hors phase, c'est-à-dire décalée, à une oscillation en phase, c'est-à-dire en même temps que le métronome. Donc finalement, on va passer d'une situation de désordre à une situation d'ordre, contre laquelle on ne peut pas lutter. L'organisme a une tendance à nous ramener vers l'ordre. Et ça, c'est une notion qu'en physiologie, on connaît bien, qui avait été décrite au départ par Claude Bernard au XIXe siècle. C'est la notion d'homéostasie. L'homéostasie, c'est ce qui va tendre à ramener tout vers un ordre, vers un équilibre du milieu intérieur d'un organisme. Et pour cela, on va avoir des régulations qui vont être mises en place au niveau physiologique. Ça peut être des boucles de régulation négatives, par exemple avec la régulation de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang, dont je vais vous montrer un exemple après. Ça peut être une boucle de régulation positive, donc une amplification d'un mécanisme. Par exemple, quand une femme va accoucher, les contractions au départ, elles sont faibles et elles vont s'auto-amplifier par des boucles de régulation positive, ce qui va permettre d'expulser le nouveau-né. Et puis, on a des régulations plus complexe d'un système un peu plus intégré, comme par exemple la régulation de la pression artérielle. Et quand on a le désordre, on arrive à des maladies dont je vais un petit peu vous parler aussi par la suite. Parlons d'abord de l'ordre. On va prendre l'exemple de la régulation du sucre dans le sang. Vous mangez un repas, dans ce repas, il y a du sucre. Ce sucre va arriver dans le sang. C'est ce qu'on va appeler la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Quand vous allez consommer un repas, le sucre va arriver et les cellules vont capter cette arrivée de sucre. Et on va avoir des cellules particulières qui sont localisées dans le pancréas, dans des cellules qu'on appelle les cellules bêta, des îlots de Langerhans dans le pancréas, peu importe leur nom. Et ces cellules, elles vont sécréter une molécule qui est une hormone qu'on appelle l'insuline. Et l'insuline, elle va avoir tendance à faire baisser cette glycémie, tout d'abord en permettant son entrée dans les cellules musculaires qui vont utiliser le glucose pour fonctionner, mais aussi dans le foie, donc dans des organismes de réserve, ou alors dans les cellules du tissu adipeux, donc dans la graisse.
Et vous savez tous que si vous mangez trop sucré, vous grossissez. Et c'est un mécanisme qui va permettre de réguler votre taux de glucose dans le sang. Et c'est très utile. Parce que, à contrario, vous jeûnez. Eh bien, quand vous jeûnez, votre taux de sucre, au bout d'un moment, il va baisser parce que vous avez consommé votre sucre. Et quand votre taux de sucre baisse dans le sang, eh bien, vous avez une diminution, cette fois-ci, de cette glycémie. Et là, c'est d'autres cellules qui sont aussi dans le même organe, dans le pancréas, qui vont être mises en jeu. C'est les cellules alpha qui vont sécréter une autre hormone qui s'appelle le glucagon, qui va mobiliser vos réserves et qui va permettre de faire réaugmenter votre taux de sucre dans le sang pour le maintenir constant. Et ainsi, vous ne serez jamais en hypoglycémie, ce qui va vous causer des malaises si vous êtes en hypoglycémie. Donc très bien, donc ça c'est ce qui se passe chez un organisme normal. Mais parfois, la régulation de la glycémie devient dysfonctionnelle. Il arrive que ces fameuses cellules bêta dont on a parlé tout à l'heure, soit elles disparaissent, soit elles deviennent non fonctionnelles. Donc si on n'a plus de cellules bêta, on n'a plus cette hormone qui s'appelle l'insuline. Donc quand vous mangez un repas sucré, votre taux de sucre dans le sang augmente et il reste élevé. Et cette augmentation de la glycémie, elle conduit à une maladie que vous connaissez certainement, qui s'appelle le diabète sucré. Et ce diabète sucré, il est extrêmement délétère parce que ce sucre, il devient toxique et vous allez vous retrouver avec des risques d'amputation et puis un risque, évidemment, in fine, de mortalité importante. Alors, on a des systèmes qui sont plus intégrés, où on a un stimulus de départ qui va être autorégulé. On va prendre l'exemple de la pression artérielle. Alors peut-être, je suis même certaine que certains d'entre vous sont peut-être hypertendus ou alors connaissent quelqu'un dans leur famille qui souffre d'hypertension artérielle. Alors la pression artérielle, normalement, c'est très régulé. C'est un système contrôlé. Et pour contrôler ce système, il nous faut des récepteurs. Donc ces récepteurs, c'est des petits récepteurs qui sont dans la paroi des vaisseaux qui sont juste après le cœur, et c'est des récepteurs qui sont sensibles à la tension. On les appelle des barorécepteurs. Et ils envoient des informations au niveau de notre cerveau, mais pas n'importe où, au niveau d'une partie qu'on appelle le bulbe rachidien, donc dans des centres régulateurs. C'est l'espèce de disque dur du système. Et ces centres qui sont bulbaires, donc si vous voulez, vous imaginez votre cerveau, c'est situé juste derrière les centres bulbaires. Donc ça, ici, par ici, devant, là, c'est assez conscient, mais derrière, c'est pas conscient. Vous pouvez pas contrôler. C'est un système qui se contrôle tout seul. On appelle ça le système neurovégétatif. Une fois que cette information est intégrée dans ces centres régulateurs, ces centres bulbaires, on va avoir une autre information qui va être envoyée par des petits fils électriques qu'on appelle les nerfs. Je vous passe leur nom barbare. Et ces nerfs, ils vont agir au niveau d'organes qu'on appelle des effecteurs. Et ces organes dans la régulation de la pression artérielle, c'est le cœur qui va envoyer plus ou moins du sang dans les vaisseaux. Vous comprenez bien que plus il y a de sang, plus la pression va être élevée. Imaginez un tuyau d'arrosage. Ou alors, qui va réguler le diamètre des vaisseaux. Et c'est comme un tuyau d'arrosage. Plus le tuyau il est petit, plus la pression à l'intérieur il est élevée. C'est de la plomberie, c'est la même chose. Donc ça, c'est très rapide. C'est un système qui va être négatif parce que ces voies effectives, ici, ces nerfs, on les appelle les nerfs freinateurs. Ils ont tendance à freiner le système. Je vous donne un exemple. Vous avez une augmentation de la pression artérielle. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez stimuler vos récepteurs, vos barorécepteurs. Et donc, ça va envoyer un message en stimulant les centres régulateurs, les centres bulbaires. Ces centres bulbaires vont stimuler les voies effectrices, ces fameux nerfs qu'on appelle les nerfs freinateurs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces nerfs freinateurs? Ils vont ralentir le cœur, donc il va envoyer moins de sang, puisqu'il va battre moins vite, et en plus, ils vont dilater les vaisseaux, ce qui va permettre de réguler, de faire baisser cette pression artérielle. Et ça, c'est très intelligent. Quoique, c'est totalement inconscient. Mais c'est assez sioux, parce que c'est très rapide, ce système de rétrocontrôle, parce que ça passe par des nerfs, donc c'est pratiquement instantané. Et donc, ce système qui va faire baisser la pression artérielle,
quand il est défaillant, on va avoir un déséquilibre qui va être le maintien de cette hypertension artérielle. Et là, le système est défaillant chez les personnes qui sont atteintes d'hypertension artérielle. Alors là, je vous ai montré des boucles de régulation. Mais parfois, une même molécule dans l'organisme peut avoir des effets positifs ou des effets négatifs. Je vous présente une petite molécule qui a l'air comme ça bien compliquée, qu'on appelle l'aldostérone. Il manque un L, excusez-moi sur la diapositive, c'est pas aldostérone mais aldostérone. Cette petite molécule, c'est une hormone. Alors, sa structure chimique suggère que c'est une hormone stéroïdienne, peu importe, et elle va réguler la concentration des ions dans le sang. Ouh là là, les ions, c'est un mot barbare, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais vous donner un petit exemple d'ion que vous connaissez bien. Le NaCl. Ouh là, ça reste encore un peu compliqué. Le sel. Le sel, c'est du NaCl. Et cette hormone, elle va jouer au niveau du rein. Alors, le rein, c'est un organe qui va permettre de fabriquer l'urine. Et au niveau de ce rein, alors dans ce rein, on a plein de petites unités, fonctionnelles, qu'on appelle ici les néphrons, peu importe. Et au niveau de ces néphrons, vous voyez, à la fin de ces néphrons, vous avez ici des récepteurs de cette hormone qui s'appelle l'aldostérone. Et quand elle va se fixer sur ces petits récepteurs, elle va provoquer la réabsorption de sodium, donc de sel. Vous avez déjà été dans une maison de campagne. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez du sel ? Quand vous mettez du sel, il absorbe l'humidité. Et malheureusement, quand les maisons sont très humides, vous revenez et votre tas de sel, c'est un tas d'eau. Parce que le sel, ça a tendance à attirer l'eau, parce que ça a ce qu'on appelle un pouvoir osmotique. Donc cette hormone, cette aldostérone, quand elle provoque cette réabsorption de chlorure de sodium et donc de sel au niveau du rein, elle va provoquer la rétention d'eau dans l'organisme. Et donc elle est mise en jeu quand la pression artérielle baisse, ce qui va permettre de garder de l'eau à l'intérieur de l'organisme et de maintenir une pression artérielle compatible avec la vie. Et c'est là que l'aldostérone a deux faces. Le visage de Janus. Effectivement, physiologiquement, c'est une hormone extrêmement importante qui va permettre de maintenir l'équilibre des ions dans l'organisme et de maintenir la pression artérielle. Mais dans certaines maladies, notamment dans l'hypertension artérielle, elle va être sécrétée en excès. Pareil aussi dans l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire quand le cœur ne va pas bien, insuffisance cardiaque, ça veut dire le cœur est malade. Et cet excès d'aldostérone va aboutir à un excès de réabsorption de sel et donc à un excès de rétention d'eau qui va amplifier l'hypertension artérielle. Donc vous voyez que finalement, ces équilibres, cette homéostasie, elle est précaire et quand elle est déséquilibrée, on arrive à un état qui est la maladie. Donc l'organisme régule naturellement des phénomènes désordonnés pour les ramener à un état ordonné. Souvenez-vous de l'expérience du métronome. Ces boucles de on a des boucles de régulation physiologique qui permettent de maintenir l'équilibre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Ces mécanismes physiologiques normaux vont assurer le bon fonctionnement du corps. Mais on peut avoir des dérégulations de ces boucles et cela va conduire à la perte de cet ordre qui va provoquer des maladies qu'on va aussi appeler des désordres qui sont aussi parfois qualifiés de chaos. Alors, le chaos de la maladie, s'agit-il vraiment d'un désordre ? Alors, mon prédécesseur m'a tout spoilé sur le chaos. En fait, c'est peut-être plus ordonné qu'il n'y paraît. Je prends l'exemple du cœur, qui est un système extrêmement ordonné. Vous voyez, le cœur, il a une contraction très ordonnée. Le sang, il va arriver dans le cœur par des petites cavités. Vous voyez, donc la petite cavité supérieure ici, c'est ce qu'on appelle l'oreillette. Donc ça va arriver dans l'oreillette, puis ça va passer dans la deuxième cavité qui est un peu plus grande, le ventricule, et ensuite ça va être envoyé dans les artères, à la fois dans le poumon, qui va permettre d'oxygéner le sang, ou à la fois dans l'ensemble de l'organisme, ce qui va permettre d'amener de l'oxygène aux différents tissus, qui est un petit peu le carburant pour fonctionner, de l'oxygène, du glucose, enfin tout ce qu'il faut. Eh bien ce cœur, comment est-ce qu'il fonctionne ? Ce cœur, si vous voulez, donc c'est une pompe.
Pour faire fonctionner une pompe que vous avez chez vous, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un fil électrique. Dans le cœur, il y a 2 types de cellules. Il y a un premier type de cellules qu'on appelle les cellules nodales, et ces cellules nodales, c'est les fils électriques. C'est des cellules qui sont capables de conduire le signal électrique. Et puis ensuite, vous avez un deuxième type de cellules, c'est les cellules contractiles, qu'on appelle les cellules myocardiques, et c'est celles-là qui vont se contracter, et ça, c'est la pompe qui va être mise en fonction. C'est un système, alors on va commencer par décrire ces petites cellules nodales qui sont les cellules de conduction du signal électrique. C'est un système extrêmement ordonné qui forme ce qu'on appelle ici le tissu nodal. Alors comment ça fonctionne? Dans un premier temps, vous allez avoir ici, alors ça c'est les oreillettes, ici, ça c'est les ventricules que je vous ai montré tout à l'heure. Dans un premier temps, vous allez avoir ce signal électrique qui va conduire l'information au niveau des oreillettes. Donc l'information électrique arrive au niveau des oreillettes, la pompe des oreillettes se met en premier en marche. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, ça arrive au niveau des ventricules, cette petite information électrique, et donc les ventricules vont se mettre en marche dans un deuxième temps. Et alors ce qui est très intelligent, c'est que ce système électrique, on peut l'enregistrer. On peut l'enregistrer sur un enregistrement que vous connaissez sans doute qui s'appelle l'électrocardiogramme. Effectivement, sur l'électrocardiogramme, vous avez ces petites ondes qui ont l'air un petit peu d'être des hiéroglyphes, mais en fait, cette première onde, c'est ce signal électrique dans les oreillettes. Ce gros pic qu'on appelle le complexe QRS, peu importe, c'est le signal électrique dans l'ensemble des ventricules. Et puis, cette onde T, c'est la fin du signal électrique dans les ventricules. Donc, laissons de côté maintenant nos fils électriques et passons à nos cellules myocardiques. Ces cellules myocardiques, dans un premier temps, elles vont aussi être stimulées par les signaux électriques. Donc, il va y avoir un certain voltage dans la machine, dans la pompe. Vous voyez que ici, c'est des petits voltages. Vous voyez que c'est de l'ordre de 100 millivolts. C'est comme vos ampoules. Vos ampoules, il y a un peu plus de volts. Mais là, c'est des petits signaux électriques. Et ces petits signaux électriques vont être convertis en signaux mécaniques, c'est-à-dire dans une contraction. Et pendant toute cette période-là, de ce signal électrique, de ce signal mécanique, on a ce qu'on appelle une période réfractaire. Alors, ça veut dire quoi, une période réfractaire absolue? Ça veut dire que tant que la cellule est en train d'avoir ce petit signal électrique et ce petit signal mécanique, elle ne peut pas à nouveau se contracter. Ça, c'est très particulier au niveau du cœur. Par exemple, vos muscles des bras, des membres, eux, ils n'ont pas cette période réfractaire absolue. Ce qui fait que vous pouvez avoir un tétanos. Ça peut être extrêmement rigide. Alors qu'au niveau du cœur, il ne peut pas y avoir de tétanos. C'est quand même une bonne nouvelle, hein. Vous n'allez pas mourir d'un tétanos du cœur. Mais cette période réfractaire absolue, elle permet aussi à ce que le signal soit conduit d'une cellule à une autre et il n'y a pas de possibilité de retour en arrière parce que si le signal veut revenir en arrière, ah non, je suis en période réfractaire absolue, donc je ne peux pas recevoir ton signal. Très bien. Donc vous voyez que c'est quand même extrêmement bien fait. Et ici, vous avez la coordination du signal électrique et du signal mécanique. Et tout ça, c'est très coordonné, mais c'est un petit peu comme quand vous allumez un bouton et une pompe. C'est finalement la même chose. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait enregistrer cette activité électrique. On va se concentrer un petit peu sur cette onde P au niveau de l'oreillette. Et puis, on va se rendre compte que dans certains cas, vous voyez ici, oh, elle est bizarre cette onde P. C'est plein de petits zigouigouis. Ah, ça veut dire que l'oreillette, ce signal électrique, c'est plus un signal électrique qui va nous faire une belle contraction derrière, mais c'est plein de petits signaux électriques qui vont nous faire plein de petites contractions derrière au niveau de l'oreillette. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la fibrillation atriale. Peut-être que certains d'entre vous souffrent d'une fibrillation atriale d'ailleurs. Alors, cette fibrillation atriale, elle est un petit peu chaotique. Vous voyez qu'on avait une belle onde P, on est passé par des petits zigouigouis qui ont l'air complètement chaotiques. Alors, comment le chaos
peut envahir un organe comme le cœur? Et pourquoi un rythme qui a été régulier pendant une vie entière, soit plus de 2 milliards de cycles ininterrompus, va-t-il soudain se détraquer pour s'engager dans une frénésie incontrôlée, la fibrillation atriale, qui peut même devenir fatale si elle se propage au ventricule pour faire une fibrillation ventriculaire? Eh bien, des chercheurs du MIT ont bien étudié ce système et ils se sont rendus compte que finalement, c'était cet enchaînement de périodes réfractaires que l'on pouvait faire varier de manière plus ou moins chaotique qui pouvait entraîner cette fibrillation atriale. Alors cette fibrillation atriale, elle n'est pas réversible, hein. Une fois qu'il y a une fibrillation, vous ne pouvez pas revenir en arrière parce que le signal électrique, il est complètement dérégulé. Alors, quand c'est l'oreillette, c'est pas trop grave, mais quand c'est le ventricule, c'est un petit peu plus grave. Donc, quand vous avez une fibrillation, la seule façon pour essayer de retrouver un ordre dans ce désordre, c'est d'utiliser un défibrillateur. Et un défibrillateur, c'est quoi? C'est une machine qui envoie un choc électrique. Donc, en fait, en utilisant un nouveau choc électrique, vous allez donner au cœur une nouvelle information électrique qui va lui permettre de retrouver un certain ordre. Donc, je reprends ma diapositive sur, ici, quelque chose qui a l'air très désordonné, et ici, quelque chose qui a l'air finalement assez chaotique. Et effectivement, on se rend compte qu'un tout petit changement pour un petit paramètre va transformer un motif ici, cette petite onde P, qui a l'air très ordonné, qui revient de manière très régulière, en un motif finalement très désordonné et finalement totalement chaotique. Alors, est-ce que le chaos, c'est vraiment du désordre? Finalement, on se rend compte que quand on a un petit nombre de variables, ici en noir, on va pouvoir prédire une valeur, ici en blanc. Et puis, cette valeur, on va pouvoir la prédire et vous voyez qu'on peut modéliser finalement ce qui nous paraît quand même très chaotique par une formule mathématique que je ne vous décrirai pas ici, n'étant pas moi-même vraiment physicienne. Et finalement, je vais vous montrer deux graphes. Ce premier graphe ici, c'est ce qu'on vient de décrire. C'est notre fibrillation atriale qui est assez chaotique. Et puis, vous voyez, ce deuxième graphe, il ressemble curieusement au premier graphe. Effectivement, ces deux ensembles de données vont avoir les mêmes moyennes. Toutes les deux, elles ont des aspects assez irréguliers. Elles ont des gammes d'intensité qui sont à peu près les mêmes. Mais il y a une différence fondamentale. C'est que ici, ce qui paraît totalement chaotique, en fait, peut être modélisé par une formule mathématique. Et donc, finalement, ça peut être prédictible. Et on peut prédire la fibrillation atriale. Nos chercheurs du MIT ont développé, au travers de la théorie du chaos, une prédiction de la fibrillation atriale. Ils peuvent la prédire. Par contre, si vous êtes sur ce graphe, là, c'est totalement différent. Vous voyez que ici, les valeurs sont totalement aléatoires et totalement liées au hasard. Donc, ces deux graphes se ressemblent, mais ces deux graphes ne sont pas du tout les mêmes. Et finalement, vous voyez, le chaos, ça n'est pas du hasard. Le chaos, c'est au contraire très organisé finalement dans le désordre. Mais c'est ce que mon collègue vous a déjà dit. Alors, en conclusion de cette deuxième partie, les maladies comme la fibrillation atriale, vous le voyez, ne sont pas dues au hasard. L'apparence de désordre cache souvent des lois physiques qui sont modélisables. Et nous avons besoin, nous les biologistes, de travailler avec des physiciens et nous avons besoin de cette interdisciplinarité. Les maladies qui sont liées à la théorie du chaos, bien qu'elles soient associées à des systèmes complexes qui paraissent imprévisibles à première vue, révèlent finalement des structures profondes où des motifs réguliers vont émerger au travers du désordre. L'ordre en physiologie va dépendre d'un référentiel précis, et ce qui semble être du désordre est souvent un autre type d'ordre. Un écart par rapport au référentiel peut sembler chaotique, mais ne l'est pas toujours, on vient de le voir, au travers de l'exemple de la fibrillation atriale. Et même si un changement d'ordre conduit à des maladies, il
il n'est pas forcément aléatoire. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que la théorie du chaos va aider à analyser ces nouveaux ordres et à prédire finalement les maladies. Donc, les maladies, on peut finalement les prédire. Le désordre en physiologie n'est pas aléatoire, il est prédictible. Et les modèles issus de la théorie du chaos offrent des outils pour la médecine préventive. On va passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Parce que de l'ordre au chaos, on va retourner parfois à un nouvel ordre. Quand le désordre qui est généré par une maladie va créer un nouvel ordre, qu'est-ce qui se passe ? Je vous l'ai dit, la physiologie, la nature a horreur du désordre. Donc elle a tendance, dès qu'il y a un désordre, à ramener les choses vers un nouvel ordre. Quand on a un système linéaire et qu'on part de valeurs initiales très proches, on arrive souvent à des valeurs finales assez proches. Et comme ça, on peut prédire des maladies. Le problème, c'est que quand on a un système complexe, un système chaotique, même si on a des valeurs initiales très proches, on peut aboutir à des valeurs finales très différentes. Et alors là, je vais aller beaucoup moins loin que mon prédécesseur, mais ce système complexe, ce système chaotique, il avait été décrit par Newton dans le problème à 3 corps qui vous a été décrit précédemment, donc je vais être très succincte. Donc c'est un système à 3 objets, tous massifs et assez proches, dont le mouvement est chaotique. Alors même si on peut découvrir presque exactement ce qui arrive à ces objets sur une courte période de temps, cela va devenir imprévisible sur une longue période. Je vais illustrer ce propos d'un système complexe, chaotique et d'un nouvel ordre par une maladie qui s'appelle le sepsis. Mais avant de vous parler du sepsis, il faut que je vous donne quelques notions sur le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est le gardien de l'ordre face aux infections et aux invasions de toutes sortes qui veulent créer du désordre au sein d'un organisme. Le système immunitaire comprend un ensemble complexe et coordonné de différents médiateurs cellulaires, donc des cellules, et de différentes molécules solubles qui vont permettre de combattre et d'éliminer les agents agresseurs. On va distinguer 2 parties dans ce système immunitaire. L'immunité innée, qui est la première ligne de défense, c'est l'infanterie, d'accord ? Et l'immunité adaptative, qui est une ligne de défense qui va durer plus longtemps. Ça, vous connaissez assez bien l'immunité adaptative. Vous savez, c'est quand on vous vaccine, vous produisez des anticorps. Donc ça, en général, c'est quelque chose à laquelle vous êtes assez sensibilisé. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'immunité adaptative. Je vais m'intéresser à la première ligne de défense, à l'infanterie, c'est-à-dire au système immunitaire inné. Donc ça, c'est la première ligne de défense quand vous avez une maladie infectieuse. Une maladie infectieuse, c'est quoi ? C'est une agression par des bactéries, c'est une infection par des virus. Je pense que la Covid-19, ces derniers temps, vous avez déjà donné, donc vous connaissez bien. Et puis, c'est des agressions par des champignons aussi. Donc, on appelle ça des agressions fongiques. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'immunité innée, vous avez d'un côté des cellules immunitaires qu'on appelle les phagocytes, et d'un autre côté, des molécules qu'on appelle les cytokines inflammatoires. Et là, vous dites, oh là là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Je vous simplifie tout ça. Les phagocytes, imaginez, alors pour les plus anciens, ça va être plus facile, mais peut-être qu'avec la mode du rétro, les plus jeunes, vous connaissez aussi, le Pac-Man. Donc ça, c'est la cellule de l'immunité innée. C'est le petit Pac-Man qui va manger les petits fantômes. Donc ça, c'est les bactéries, les virus et les champignons qui viennent vous agresser. Donc ça, c'est le Pac-Man. Et le Pac-Man, non seulement il va manger les petits fantômes, mais il va sécréter des molécules, c'est-à-dire du poison. Comme ça, ça va l'aider aussi un petit peu à détruire les petits fantômes. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez ici un agresseur qui arrive, donc un virus ou une bactérie ? Les petits Pac-Man, ils se mettent en route, ils sécrètent des cytokines pro-inflammatoires, c'est le petit poison, et on va avoir donc dans un premier temps ce qu'on appelle une immunoactivation, donc les petits Pac-Man plus le petit poison, qui vont détruire les agents pathogènes, donc les virus, les bactéries,
et on va avoir progressivement, vous voyez, un déséquilibre, mais qui va retendre vers un équilibre, c'est-à-dire un retour à l'état initial. Ça, c'est ce qui se passe quand tout va bien. En général, quand vous avez la grippe, vous êtes malade une semaine, vous êtes pendant cette phase-là, et puis après, ça va mieux, et vous pouvez reprendre une vie normale. Mais parfois, tout ne se passe pas bien. Et c'est là qu'on va parler de sepsis. Alors, c'est quoi le sepsis ? Eh bien, vous avez ces agents agresseurs qui arrivent, mais la réponse de l'organisme, elle devient inappropriée. Et dans les cas les plus graves, eh bien, on va même avoir un choc septique, donc je vais vous parler un peu plus tard. Donc, vous avez les agents pathogènes qui arrivent, donc les virus, les bactéries, qui vont aller agresser l'organisme, et vous allez avoir les petits Pac-Man qui vont arriver, mais ils vont devenir un petit peu fous, ils vont se dire « oulala, je panique, il y en a trop », et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont sécréter plein de poisons. Donc, le poison, c'est ce qu'on appelle les cytokines. Et là, vous allez avoir tellement de poisons, tellement de cytokines, que vous arrivez à ce qu'on appelle l'orage cytokinique. Alors, vous me direz, c'est bien, c'est super, le poison, ça va encore mieux détruire les petites bactéries et les petits virus qui nous envahissent. Ah oui, ça c'est sûr, mais ça ne va pas détruire que les virus et les petites bactéries. C'est-à-dire que quand vous avez trop de poison dans un organisme, ça commence à détruire vos organes. Et donc, vous allez aboutir à ce qu'on appelle une défaillance d'organes. Donc, vous allez commencer à agresser votre poumon, votre cœur, votre foie, vos reins, et tout va partir en cacahuète. Alors, ce sepsis, c'est une dysfonction d'organes, et ça met en jeu le pronostic vital, parce que ça détruit finalement vos propres organes, par opposition à une réponse régulée, normale, qui aurait dû avoir lieu, qui va caractériser finalement une réponse non septique à l'infection. Alors, le sepsis, c'est la première cause de mortalité hospitalière, ça tue plus de gens que le cancer. Et c'est le moins financé au niveau de la recherche. À votre bon cœur, messieurs, dames. Hein. Donc, je fais de la pub pour les dons pour la recherche. Mais c'est ce que vous connaissez peut-être sous le nom de septicémie. D'accord ? Et vous allez voir pourquoi c'est très grave. Et comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qui va être problématique dans le sepsis ? C'est que parfois, ce sepsis, il va aboutir à une forme plus grave qu'on appelle le choc septique. Le choc septique, en gros, c'est un sepsis très grave. Et pourquoi c'est très grave ? Parce que dans ce sous-ensemble du sepsis, les anomalies sont telles que ça va aboutir à la mort du patient. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez un agent agresseur qui arrive et qui va provoquer une dysfonction d'organes à cause de l'orage cytokinique dont je vous ai parlé. Donc, si c'est très grave, vous allez avoir un choc septique et donc une mortalité importante. Alors, je vais vous le présenter un petit peu différemment. Voilà, là, c'est mon agent pathogène. Et je vous ai présenté ce graphe tout à l'heure. Ça, c'est ce qui se passe dans un combat fair-play, normal, qui va rétablir finalement, à un moment donné, l'homéostasie et tout va bien se passer. Dans le cadre du sepsis, je vous ai dit, l'agression, elle est telle, parce que par exemple, vous avez plus de bactéries, vous avez plus de virus, ou les souches sont plus virulentes. La Covid-19, les patients en réa, ils avaient un sepsis, voire un choc septique. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, là, vous avez plus de cellules inflammatoires, plus de cytokines pro-inflammatoires, et donc plus de poison, donc plus cet orage cytokinique dont je vous ai parlé. Donc ça va détruire les petites bactéries, mais les petits morceaux de bactéries, ils continuent à provoquer une réaction en chaîne, et puis ça va aboutir, je vous ai dit, à faire défaillir tous les organes et à faire mourir les patients. Bon, il y en a quand même certains qui s'en sortent. Et donc, quand on arrive là, on se dit « Ah chouette, c'est fini. Bon, ok, j'ai vécu un mauvais moment, il y en a une partie qui est morte, mais maintenant, ça va aller beaucoup mieux. » Ça, c'est ce que pensaient les médecins au départ. Et en fait, ils ont été très surpris. Regardez. Si le patient n'est pas décédé de sa défaillance d'organes, est-ce qu'il est vraiment guéri ? Eh bien, on se rend compte, si on suit ces patients, une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital, ils ont l'air très bien, ils ont l'air en forme, ils ont échappé à la Covid-19, tout va très bien, et ils vont rentrer chez eux. En fait, tout va pas si bien que ça. Un tiers des patients, il n'y a pas que la Covid-19, toutes les infections, qu'elles soient virales ou bactériennes, donc c'est très très large. Un tiers de ces patients va mourir dans l'année.
Un 6e va présenter une morbidité importante. Alors, c'est quoi une morbidité importante? C'est un mot quand même un peu barbare. Ça veut dire qu'ils vont être un peu handicapés. Ils vont avoir une limitation fonctionnelle. Vous avez entendu parler des Covid longs. Alors, les gens, ils ne sont pas bien, ils ne vont jamais récupérer. Et 40% de ces patients vont être réhospitalisés dans les 3 mois après leur sortie d'hôpital. Vous voyez que c'est quand même une maladie grave. Hein. Alors, pourquoi? Parce que là, on a l'impression que tout est résolu. Alors, à quoi est-ce que c'est lié? Alors, je vais reprendre cette histoire d'ordre et de désordre quand même, hein, parce que c'est un petit peu l'objet de cette conférence. Eh bien, au départ, vous avez un équilibre. Voilà, ça c'est l'équilibre d'une personne normale. Et puis, arrive l'agression qui va aboutir au sepsis. Et donc, ça va créer un déséquilibre. Un déséquilibre parce que vous avez tout ce poison qui arrive, donc toutes ces cytokines pro-inflammatoires, donc un déséquilibre pro-inflammatoire, donc un désordre qui va avoir tendance à provoquer un abaissement, vous voyez, du plateau de la balance qui pèse sous le poids des cytokines pro-inflammatoires. Et je vous l'ai dit, l'organisme déteste le désordre, déteste les déséquilibres. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre à arriver vers un nouvel équilibre en sécrétant quoi? À l'inverse, des cytokines anti-inflammatoires. Comme ça, vous voyez, les 2 plateaux ici arrivent vers un nouvel équilibre. Ah, ouf! À nouveau, nous sommes dans l'ordre. Ah, ouf! Peut-être pas tant que ça. Parce que vous voyez, les plateaux ici, ils sont plus au même niveau qu'ici. Donc, finalement, l'ordre qui était ici, l'ordre A, n'est plus du tout le même que l'ordre qui est ici, qui est l'ordre B. Et effectivement, en même temps qu'on a cet orage cytokinique et ces cytokines pro-inflammatoires, on va avoir ces cytokines anti-inflammatoires. Anti-inflammatoires égale moins de système immunitaire, égale immunosuppression. Et donc, vous voyez que cette immunosuppression, elle est longue et elle ne se voit pas. Vous sortez de l'hôpital, vous avez l'air en pleine forme, mais une petite infection arrive de rien du tout, sur laquelle, si vous étiez en bonne santé, vous pourriez facilement la combattre. Eh bien, cette infection, vous ne pouvez pas la combattre parce que vous ne le savez pas, mais vous êtes immunodéprimé. Et donc, c'est ce qui va expliquer cette mortalité à long terme et toutes les complications que je vous ai présentées antérieurement. Donc, vous allez avoir une mortalité à long terme qui est liée à ces infections nosocomiales. Et 70% des patients qui meurent d'un sepsis meurent à long terme. Donc au départ, c'est assez impressionnant, ils sont tous en réa, on a l'impression que c'est super grave. Il y en a 30% de l'ensemble qui vont mourir dans cette partie-là, mais 70% vont mourir plus tard. Donc en fait, plus tard, ils ont l'air guéris, mais ils ne le sont pas. Donc finalement, l'ordre n'est pas toujours synonyme de bonne santé, comme vous pouvez le voir. Et un nouvel ordre, issu d'un processus pathologique, comme le sepsis, peut entraîner des complications graves, voire même la mort du patient. Ces phénomènes découlent de systèmes complexes, imprévisibles, influencés par une incertitude sur les points de départ, comme je vous l'ai montré dans la théorie du chaos. On ne sait pas trop les points de départ, on ne sait pas trop les points d'arrivée. Et mieux comprendre et définir ces points de départ permettrait sans doute de mieux anticiper l'évolution des maladies et d'ouvrir la voie à de nouveaux traitements. En conclusion générale, cette présentation intitulée « Ordre et désordre en physiologie animale et en santé, le visage de Janus » met en lumière la dualité intrinsèque de la physiologie. C'est-à-dire qu'à l'image de Janus, le dieu aux 2 visages, l'organisme va en permanence osciller entre l'ordre, incarné par l'homéostasie dont je vous ai parlé, et les mécanismes de régulation que je vous ai évoqués, et le désordre qui se manifeste sous forme de maladies et de dysfonctionnements. Des exemples comme la fibrillation atriale, bien qu'apparaissant chaotiques, obéissent en réalité à des lois complexes et prévisibles, tandis que l'évolution du sepsis, qui est un dérèglement complexe du système immunitaire, est plus difficile à anticiper. Cette exploration souligne que même dans le désordre pathologique, un nouvel ordre peut émerger, mais il peut être fatal, comme nous l'avons vu dans le sepsis. Donc, on peut conclure que pour
finalement mieux anticiper, mieux comprendre ces dynamiques. Une précision accrue sur les données de départ est nécessaire. Elle permettrait ainsi de développer des stratégies thérapeutiques grâce à la théorie du chaos. Et ça, c'est tout l'enjeu de la recherche aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour une question ou deux? Est-ce que vous avez une petite question? Oui. Alors, attendez, juste, je vous demande juste comme ça. Oui, merci beaucoup à vous. Est-ce que tout cela s'applique au cancer? Non, parce que j'ai étudié justement comment se forment les carcinomes et pourquoi il y a des cancers dégénérescents et d'autres qui sont à l'inverse, où il y a une surpopulation de cellules qui se mettent en place et qui forment des grosses tumeurs. Alors, le cancer, c'est pas du tout mon domaine, hein, c'est pas ma spécialité, parce que moi, je travaille vraiment dans le sepsis, mais effectivement, on a le même type de théorie au niveau du cancer. Voilà. Donc, oui, hein, mais bon, après, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Et puis, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, c'est une bonne comparaison, parce qu'on compare souvent le sepsis au cancer. Et d'ailleurs, quand vous dites le cancer, il n'y a pas un cancer, il y a plein de cancers. Voilà, un cancer de la vessie, un cancer du pancréas, un cancer de plein d'organes différents. Et en fait, il est multiforme. Et probablement qu'aujourd'hui, ce qu'on définit comme le sepsis, c'est exactement comme le cancer. Il est multiforme. Donc, il y a effectivement des parallélismes importants. Et on sait aussi aujourd'hui que dans le cancer, il y a aussi des désordres immunitaires importants que l'on n'avait pas anticipés. Donc il y a probablement des mécanismes qui sont pas similaires, parce que ce ne sera pas similaire, mais parallèles. Voilà. Je vous propose, si vous avez de nouvelles questions, d'échanger avec Vanessa ou Christophe après la conférence. La semaine prochaine, on se retrouve aussi à Sciences Po, normalement, pour une conférence un peu particulière qui, malheureusement, n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière, qui est une conférence qui sera donnée par Violeta Todo González, qui est chorégraphe au Conservatoire de musique et de danse, si je ne dis pas de bêtises, de Lyon. Voilà, donc, alors, par contre, là, un mail vous sera envoyé, puisque le nombre de places, mais bon, comme d'habitude, en fait, le nombre de places est un peu limité, comme on a beaucoup d'inscriptions cette année. Donc pensez bien, il y a quand même pas mal de places, donc venez, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce ne sera certainement pas juste une conférence où on reste assis, mais plutôt une conférence où on bouge un peu, et peut-être même qu'on va danser, je ne sais pas trop. Voilà, mais venez. Oui, ça va être super. Ça va être super. Ouais, elle est vraiment super. incroyable. Ouais. L'année dernière, elle nous a donné un petit aperçu. Une super prestation au moment de la cérémonie de clôture du cours commun. Donc, je vous encourage vivement à vous joindre à nous. Et bonne soirée et à la semaine prochaine.